Lorilla, bonjour. Bonjour, le MAC va encore innover? Bonjour Danick, alors je ne sais pas si on innove réellement, mais en tout cas on a décidé que le mois des mémoires cette année allait commencer une semaine plus tôt. Alors à l'initiative d'un panel d'associations de culture indienne et notamment le comité du premier jour, donc ils sont venus nous voir pour nous proposer qu'ensemble on célèbre le centenaire de cette décision prise décision historique, il faut le dire. Décision tout à fait historique, prise pour donner la nationalité française aux descendants d'engagés indiens. Oui. Et donc le 21 avril, c'est la date de rédaction de cette lettre du président. C'est un certain Sinan Barom qui avait rédigé. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un long combat d'Henri Sinan Barom qui a d'ailleurs fait l'objet d'un procès. Et c'est un peu la lutte et le combat de toute une vie en fait, de protection, de préservation des droits des engagés indiens et de leurs descendants sur cette terre de Guadeloupe. Et qui a abouti en ce 21 avril en cette décision. Et donc là, on va fêter ce 21 avril 2023 le centenaire. Et c'était normal que ça se passe au MACT. Oui, et c'est la première fois que ça se fait au MACT. Alors c'est la première fois que ça se fait. C'est le premier centenaire de toute manière. Voilà, et c'est la première fois qu'on célèbre cette décision-là aussi au MACT, parce que depuis 3 ans, depuis le nouveau statut, depuis le PCC, on travaille très régulièrement avec les associations de culture indienne pour établir un calendrier mémoriel et que certaines dates soient célébrées au MACT, puisque le MACT est ce lieu où on célèbre notre mémoire commune. Et alors c'est notre mémoire guadeloupéenne, c'est notre mémoire caribéenne, et puis c'est aussi évidemment un message pour le monde. Alors avant d'entrer dans le détail de cette commémoration, de cette célébration, ça signifie qu'il y aura d'autres célébrations comme de ce type-là au MAC? Alors nous, on s'est déjà associés au 24 décembre, qui se passe pour l'instant à Pointe-à-Pitre, à la Darse, autour du monument du premier jour, et donc il y a des décisions, enfin des discussions en cours pour qu'il soit déplacé, ce monument, et que la cérémonie se passe ailleurs. Et donc le MAC va toujours s'associer à ça, en tout cas à cette date-là qui est très importante, c'est la date de l'arrivée de l'Aurélie. Et puis Noël dernier, on a fêté un cadet, qui est donc ce moment de partage familial, de chant et de danse autour de Noël. Et on essaie effectivement de construire ensemble des activités qui mettent en valeur, qui valorisent les cultures indiennes. Mais est-ce que les cultures afro-descendantes, alors je pose la question? Oui, alors parce que justement notre société elle est complexe et elle est composée, voilà, c'est des composantes multiples. On a tous une grand-mère, une arrière-grand-mère indienne. On a tous, voilà, un lien avec l'Inde. On a des liens évidemment forts et prédominants avec l'Afrique, mais c'est la Guadeloupe, c'est le creuset en fait de tous ces continents-là. On a évidemment ces cultures amérindiennes qui nous ont accueillis et qui ont ensemencé nos langues, nos cultures, nos façons d'être. Et donc, ce sont toutes ces cultures-là qui sont présentes au MACT dans l'exposition permanente, alors à des degrés divers, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, justement, et qui sont aussi présentes dans ce patrimoine immatériel commun qu'on partage et qu'on célèbre tous les jours. Alors, en dehors de ça, au niveau de la peinture, de l'art, tout ça, il y a des choses qui sont prévues au MAC dans les semaines et mois à venir? Alors, donc, nous, on va démarrer justement ce 21 avril avec la ligne éclairée. Comme vous savez, le MACT, le vendredi soir, est ouvert jusqu'à 21h. Et vous êtes tous invités, évidemment, à profiter de cette nocturne. Donc, c'est depuis 2020 que c'est le cas. Et donc, il y a, pour accueillir ceux qui décident de passer leur vendredi soir au MACT, il y a cette manifestation, la ligne éclairée, le MACT au clair de lune. Donc, des artistes, comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, investissent l'exposition permanente, lui donnent vie, lui donnent sens. Les artistes eux-mêmes disent qu'ils chargent le lieu, et c'est parce qu'ils sont porteurs de cette mémoire-là, et que
en dialogue avec les objets, avec ce qui est présenté, ils y donnent sens. Alors Nayo Concept, depuis l'année dernière, nous accompagne en lisant avec des lectures de textes de toute notre littérature qui, elle aussi, est le témoin en fait de cette mémoire qu'on partage. Donc que ce soit tyrolien, Sonny Rupert, et puis ça peut être aussi des textes en anglais. Voilà, donc c'est vraiment un répertoire très très large et très universel qui est déclamé pendant la ligne éclairée. Et ce vendredi, ça sera la ligne éclairée en hommage à Henri Sidon Barome. Donc il y aura voilà, une programmation un peu particulière et qui va mettre en valeur les cultures indiennes. Alors on commence le mois des mémoires avec ça, mais vous savez, le mois des mémoires, c'est le 21, c'est aussi avril, c'est le 27 avril, c'est le 10 mai, jusqu'au 27 mai. Ah, jusqu'au 27 mai quand même. Bah voilà, on va... l'apothéose, c'est le 27 mai. Alors c'est vrai que cette année, on est un peu concurrencé par Marie Galante. On sait pas oui, à Terre de Blues. On devrait peut-être faire un Mac Tandera parce que je crois que tout le monde sera à Marie Galante. Mais en tout cas, le 27 mai sera célébré et on vous prépare un programme pour ce mois des mémoires. Qui, on l'espère, va nous permettre chaque année, on essaie d'innover et d'explorer une dimension différente. Oui. Alors justement, on parlait de M. Sidon Barome et Chedi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je suis obligé quand même, parce qu'on est à la télévision, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui découvrent, parce que Mme Lorilla, ils ont parlé de mémoire, et tout le monde ne connaît pas l'action de M. Sidon Barome. Alors, un petit rappel historique est nécessaire quand même. Je te remercie, Danick, et je remercie Mme Lorilla Rinson, Canal 10. Alors, Henri Sidon Barome, c'est un Guadeloupéen, d'origine indienne, qui s'est battu pendant 19 ans pour l'acquisition de la nationalité française pour les engagés indiens. Comment ça s'est passé? Il a été maire. Il a été conseiller municipal à Pointe-à-Pitre. D'abord. Et il s'est lancé en 1904 aux élections municipales de Cap-Estéor, qui s'appelait de la Cap-Estéor à l'époque. Il a gagné l'élection, mais venir une semaine après pour l'élire, il n'a pas été élu, il a été trahi, donc il s'est retiré de la politique. Donc il a eu une brève carrière politique. Mais on s'est rendu compte, les grands propriétaires terriens, et se sont rendus compte qu'avoir un maire d'origine indienne à Cap-Estéor, c'est rallier tous les engagés indiens et c'est faire disparaître ces engagés sur les plantations à Cap-Estéor. Oui. Et donc, on a radié tous ces congénères de la liste électorale. Il s'est battu à la suite de ça, lettre ouverte à Gerville-Réa, à Chabois-Neuf, à Cicéron, Candace. Il s'est battu pendant 19 ans face à l'administration française pour obtenir ce droit de vote. Et le 21 avril 1923, 19 ans plus tard, c'est une circulaire interministérielle du ministre des colonies qui finalement décide que lui et tous ses congénères et sur l'ensemble des colonies, on doit se voir reconnaître la nationalité française. Alors, ce combat-là, on peut dire, a profité aussi aux Indiens qui vivaient à l'époque en Martinique, à La Réunion, ou oui, alors il y a eu un Sidon Barome dans chacune de ces îles? Alors, il y a eu un Sidon Barome dans chacune de ces îles, puisque l'action qu'il a menée, et que d'autres ont menée à la même période, et même avant lui, notamment à La Réunion, ont eu des sorts différents, et c'est cette circulaire interministérielle 2023 qui règle la situation. Oui. Mais il faut signaler qu'à La Réunion et à la Martinique, l'argumentaire des tribunaux est relativement différent sur certains points. Donc, cette analyse comparative mérite d'être étudiée malgré tout. Oui. J'imagine. Alors, il faut quand même peut-être rappeler que les Guadeloupéens d'origine indienne débarquent en Guadeloupe en 1854. Oui. Et donc, jusqu'à 1923, ils sont considérés comme... Ils sont quoi? Ils sont indiens? Alors, ils sont Guadeloupéens? C'est l'ambiguïté. Oui. Nous avons l'application d'un droit à géométrie variable. Selon que l'engagé indien, lui et sa descendance, ne fait pas de vagues, oui, ni sur le plan économique, ils ne protestent pas, puisque, comme l'a écrit Saint-Garavello, on fait venir ces engagés parce qu'ils sont dociles. Oui. D'accord? Bien.
à partir de là, il n'est pas question qu'un homme d'origine indienne soit un leader charismatique d'une population, ni même un leader charismatique d'un syndicat ou fasse grève. Oui. Donc ils sont réprimés comme les anciens esclaves, d'origine esclave. Ah, ils sont réprimés à ce stade-là quand même. Oui. Ils sont réprimés, alors pas autant qu'un ancien Guadeloupéen d'origine africaine. Oui. D'accord? Il n'y a pas de fouet, mais il y a des coups de pied, il y a des sévices. Oui. D'accord? Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas d'ambiguïté entre l'esclavage, qui a son histoire, qui a ses codes, le code noir, et l'engagisme. Oui. D'accord? Mais il faut dire que lorsqu'on est d'origine indienne, la docilité fait qu'on doit avoir un certain comportement, une attitude vis-à-vis des autres populations. Et à partir de là, il n'est pas question d'avoir un droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres communes où il y a des engagés indiens, il n'y a pas cette lutte. Il n'y a pas cette lutte. Oui. C'est simplement le fait qu'un homme qui est né à la Capesterre, qui a une histoire spécifique par rapport à ses congénères, soit conseiller municipal à Pointe-à-Pitre, devienne maire, essaie de devenir maire à Capesterre, et ça gêne. Oui. Ça gêne. On n'accepte pas ni les grands propriétaires terriens, les colons de l'époque, ni même l'administration coloniale. Oui. Et donc, cette situation, alors certains le disent, et aiment à le dire, que ça concerne que la commune de Capesterre. On essaie quand même d'appauvrir et de sous-estimer l'œuvre de cet homme, ce que je conteste fortement. Mais Capesterre n'était pas, comme tu le dis, la seule commune qui avait accueilli des Indiens. C'est vrai, mais dans les autres communes, il y avait certains leaders sur le plan syndical, en termes de protestation, il y avait pas mal d'engagés à Saint-François, au Maule, à Petit-Canal, qui manifestaient contre les colons. Oui. D'accord? Il y avait ce qu'on appelle les engagés marrons qui partaient, il y avait des sévices, ils agressaient, ils volaient, donc ils étaient sévèrement punis. Bien. Mais sur le concept même de l'engagement politique d'un homme, sur la représentation qu'il avait, il fallait couper cet élan-là. Pratiquement l'éliminer, ça a été difficile. Alors, autre question quand même. 1923, d'accord, les Indiens, les Guadeloupéens d'origine indienne ont la nationalité française, mais ça ne supprime pas le racisme anti-indien qui va perdurer pendant encore plusieurs décennies. Vous savez, le racisme existe partout. Il y aura toujours des gens qui vont toujours trouver à redire sur le Guadeloupéen d'origine indienne que je suis. Oui. Donc, mais jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, c'est plus subtil parce que ici et là, alors c'est pas de la jalousie, c'est pas du racisme, mais ce sont des petits commentaires assez subtils, assez ambigus. J'ai l'impression que pour certains, heureusement, ils sont de plus en plus minoritaires. C'est que l'engagé indien, par son travail, par sa vision des choses, peut gêner. Et par sa culture aussi. Sa culture, alors, j'ai même eu des gens qui me l'ont dit, en toute amitié, j'ai des amis qui me le disent, des amis d'origine africaine, à l'étranger. J'ai dit, vous avez réussi à garder un certain pan de votre culture. Donc, lorsqu'on parle d'identité, on vous voit mieux lorsqu'on parle d'identité, mais pourquoi vous ne l'affirmez pas? J'ai dit, mais je n'ai pas à l'affirmer, je suis une évidence. Je n'ai pas à affirmer des évidences. Il suffit que l'autre reconnaisse cette évidence. Et je crois que c'est un combat à mener. Revendiquer, moi je ne revendique pas. Ouais. Revendiquer, je ne me bats pas pour aller revendiquer mon identité. Je suis Guadeloupéen. Elle est. Mais j'assume qui je suis. Quotidiennement. N'en déplaise à certains. D'accord. Non, j'ai posé la question pourquoi? Parce que y a eu des épisodes assez douloureux à Saint-François, et on sait que à Matouba Papaye, les Guadeloupéens d'origine indienne n'étaient pas là. J'ai envie de dire, c'est une migration qu'il y a eu. C'est une migration interne parce que ces engagés ont suivi leurs colons. Oui. Ils ont suivi le propriétaire de la terre qui est parti de Saint-François à cause de manifestations. Oui. Mais ce sont des choix de vie. Certains sont restés, d'autres sont partis. Alors, évidemment, mais on retrouve ces sévices sur cette population d'origine indienne en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et même dans le monde anglophone. Oui, mais c'est le cas de
de tout migrant. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, tout migrant qui arrive dans un pays européen, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, il va subir des sévices. Alors, évidemment, moins qu'à l'époque. Mais il faut bien comprendre que l'étranger, celui qui arrive avec sa différence, ça peut gêner le comportement, le standard. Oui. J'ai envie de poser la question à Laurie Larençon parce que, en fait, je me souviens, bon, je crois que c'était en 2008, c'était l'année de l'indianité en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. 2008, c'était ça? 2005. 2005, l'année de l'indianité. Ouais. Et après, il y a eu la statue qui se trouve à la Darse. Et j'ai souvent entendu dire qu'il fallait que l'ensemble des collectivités guadeloupéennes prennent en charge la dimension culturelle indienne. Et je vois qu'elle est prise en charge. Je parle le MAC. Alors, c'est pas comme le MAC Point, oui, 60e anniversaire, c'est quand même une marque. C'est tout à fait, le MAC est complètement dans son rôle. Et toute la discussion que vous venez d'avoir sur ces questions de racisme et de discrimination, c'est une des missions du MAC de combattre ces questions de racisme et de discrimination. Et la façon de le faire, c'est par la connaissance. Et que les Guadeloupéens, et surtout les jeunes, apprennent à connaître qui était Henri Sidant-Barrome, le combat qu'il a mené, ce procès épique, parce que c'est aussi ça qui fait la différence avec les autres communes, hein, et les autres leaders, c'est que lui, il va s'engager dans une voie juridique et il va la mener jusqu'à son terme. Ces éléments de connaissance-là, c'est au MAC de les transmettre et de les mettre à jour. Et c'est aussi parce qu'on va célébrer ensemble nos cultures qu'on va gommer en fait les petites velléités, voilà, de violence entre nous qui pourraient rester et qui pourraient subsister dans certaines parties de la société. Moi, c'est pas tout le monde sait, je suis partie longtemps et je reviens en Guadeloupe et je trouve une Guadeloupe finalement un peu plus balkanisée, un peu plus retranchée comme ça, dans des identités qui se construisent, mais qui se construisent à l'opposé les unes des autres. Et alors que quand je suis partie, tout ça était beaucoup plus fluide en fait. Et on est sur un tout petit territoire et c'est le rôle du MAC d'aider en fait à ce que tout ça qu'on redevienne en fait cette grande communauté. Parce que si le Colombo est le plat national, il y a pas... Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est-à-dire que les Guadeloupéens, comme on pourrait dire le fameux proverbe, ou un américain là, ou un c'est ça. Ou un là, ou un Colombo, et on pourrait dire... Mais alors, en même temps, c'est curieux, et en même temps, c'est le signe qu'à un moment, c'était... Enfin, comment dire, il y a une acceptation globale, quoi. Et on s'est tous retrouvés derrière une identité commune. Moi, je crois que cette identité-là, elle est commune, qu'on est tous allés manger du colombo sur des feuilles de banane, qu'on a tous fait un jeûne pour aller dans un temple. Et ceux qui l'ont pas fait devraient le faire, parce que nos campagnes sont parsemées de ces temples et on peut pas être ignorant de ces cultures. Il y a une richesse de tous ces prêtres qui continuent en fait à parler une langue qui n'est plus le tamoul, mais maintenant il y a une école, le sang, et qui fait partie d'ailleurs des associations. Salut Monsieur Négrite. De Monsieur Négrite, voilà, qui ravive les langues sur le territoire. Et toute cette richesse-là, c'est celle qui aussi nous permet, en tant que Guadeloupéens, de nous adapter extrêmement facilement quand on va vivre, étudier au Japon, en Chine, aux États-Unis. C'est parce qu'on a cette habitude-là aussi de côtoyer des choses diverses. On disait que la mondialisation est arrivée aux Antilles avant même la mondialisation du monde. C'est vrai. Exactement. On est ce laboratoire-là, et c'est ce laboratoire-là aussi que le MAC veut mettre en avant, et qu'on se retrouve et que finalement on reprenne conscience de ce que nos parents ont laissé, ont construit pendant des siècles. C'est un laboratoire de culture et un exemple pour le monde. Oui, et qui c'est en Guadeloupe qui n'a pas
un pied de moringa à Kazaï. Oui. Et on va peler. On va peler aussi. Sans savoir là aussi. Donc, il y a cet apport de la culture indienne et même hindoue en Guadeloupe qui est indéniable. Voilà. On ne peut pas ne pas Alors, Danick, tu sais qu'en 2020, on a planté sur le Mort de Mémoire, parce qu'on a ce projet de faire un jardin créole ou un jardin de plantes créoles, comme il y a eu des discussions la semaine dernière là-dessus. Et en fait, au départ, on a planté 3 arbres. Oui. On a planté un gaillac, endémique de la Caraïbe. On a planté un baobab et un vépélet. Bon. Et donc voilà, et notre unité, elle se fait autour de ces arbres-là et de tout ce qu'ils symbolisent de culture entrelacée qui nous sommes. Et donc c'est normal que le mois des mémoires en Guadeloupe, il commence le 21 avril. En célébrant ce combat, la réussite d'Henri Sidant-Barome, parce que ce combat-là, il a aussi... il a aussi signifié quelque chose pour l'État français, quelque chose de ce qu'un Guadeloupéen pouvait achever, accomplir. Et ce combat-là, il a été suivi d'autres, dans d'autres sphères, mais c'est aussi parce qu'il y a un Henri Sidant-Barome, parce qu'il y a une Gerty Archimède, parce que voilà, on a des parents qui ont porté des combats qui nous ont construits et qui sont des marqueurs. Tout à fait. Alors, juste un dernier mot pour cette manifestation. Je pose la question à Chedi. C'est la première fois que le centenaire est fait célébrer au MAC. Qu'est-ce que tu en attends du point de vue de la population guadeloupéenne? Je ne parle pas seulement des Indo-Guadeloupéens, mais d'une manière générale. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la question Indo-Guadeloupéen. Oui. Déjà, je suis... Alors, sous la terminologie, je ne suis pas propriétaire. Hein. D'accord. Certains me disent Guadeloupéen d'origine indienne, moi je dis Indo-Guadeloupéen, comme on dit Afro-Guadeloupéen. J'ai toujours utilisé qu'une seule expression dans toutes mes interventions orales ou écrites, Guadeloupéen d'origine indienne. D'accord. Bon. Toujours. OK. Bon, on pourra en débattre, mais voilà. Indo-Guadeloupéen, je reste circonspect, voire dubitatif quant à l'utilisation de cette affaire. Alors, je dirais que qu'est-ce que j'en attends? Je ne dirais pas moi. Je ne suis pas propriétaire du nom de l'histoire d'Henri Sidant-Barome. Ce que j'espère, c'est que nous ayons tous cette volonté d'intégrer dans notre inconscient collectif, dans notre histoire, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire et le combat de cet homme qui est un modèle. Nous, les parents et surtout les jeunes. Plus concrètement, j'espère que beaucoup de jeunes viendront pour discuter, voir dans cette salle qui est cet homme d'une part, qu'est-ce qu'il a fait de manière générale à travers les 3 interventions. On va dresser un cadre assez général. Jacques Caillaçon, moi et Maître Jabot qui aura une intervention un peu plus spécifique sur ce combat et son impact. Et je pense que les jeunes générations doivent s'imprégner. Parce que je me rends compte que les jeunes générations aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéens, toute leur mémoire, heureusement que ce n'est pas une généralité, mais se dilue à travers des comportements, des attitudes et une vision de leur pays. Et c'est la raison pour laquelle je peux comprendre ce phénomène d'identité multiple de combat. Si bien que ce qu'on appelle le Guadeloupéen tend à se diluer à travers un microcosme qui peut être stratifié, ce que je suis assez contre malgré tout. Bon, alors, donc résumons-nous, vendredi, partout de 18h30, la ligne éclairée pour effectivement Henri Sidant-Barome, il y a une déambulation artistique dans l'exposition, une exposition permanente d'une manière générale. Est-ce que, je pose la question quand même, il faut poser même une question quelquefois qui dérange, est-ce que toutes les associations indiennes sont fédérées autour de ce centenaire? Alors oui, alors certaines n'apparaissent pas sur le flyer. Oui. Alors il faut dire que ce n'est pas une initiative qui m'est personnelle chez Sidant-Barome, c'est une initiative collective. Je ne vais pas citer l'association, mais c'est une initiative collective et il fallait marquer le coup. D'accord. Il fallait marquer le coup et je pense que là,
il faut qu'un maximum de personnes puissent, s'ils n'arrivent pas à venir, mais puissent garder en mémoire l'histoire de cet homme. Bien. Un dernier mot, Lorena. Oui, alors je veux dire que cette manifestation, elle est emblématique de la façon dont on travaille désormais dans une démarche tout à fait partenariale. Et ce sont les associations qui sont venues. Et alors je voudrais remercier, même si on ne peut pas citer tout le monde, mais je vais quand même remercier Gérard Pétapermal et Annick Ragoubert. Et puis il y a évidemment toutes les associations que vous voyez sur le flyer et puis d'autres, parce qu'on n'a pas pu toutes les mettre. Mais c'est vraiment le MACT et la coquille qui accueille, qui construit avec, mais ce sont vraiment les associations qui viennent avec le projet et qui le développent. Et c'est pour ça qu'on peut le faire dans un temps assez record, finalement, organiser ce centenaire au MACT. Et puis ça sera pour nous le début aussi d'un travail sur Sidan-Barôme. Alors, et pourquoi cette démarche partenariale elle a été aussi possible? C'est parce que c'est le résultat d'un travail et d'un dialogue fécond depuis 3 ans. Régulièrement, on discute avec Chédi, avec Gérard, avec Elie Chitalou, avec Annick Ragoubert, voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'au pied levé, on peut se dire, allons-y, on fait ça, parce qu'on est dans une trajectoire commune. Alors, il y a d'autres projets de colloques scientifiques et d'autres moments, en fait, qui devraient se passer au MACT, et c'est ce qu'on devra construire ensemble. Moi, ce que je vois, c'est que depuis la diffusion de la communication, j'ai énormément de retours en Guadeloupe, mais aussi au national, à l'international, un intérêt incroyable qui me surprend et qui me fait penser qu'il faut peut-être une exposition. Je lance ça comme ça à la volée. Oui, mais c'est nécessaire. Voilà, pour mieux connaître autour de la personne d'Henri Sidan-Barôme toute cette histoire et tout ce combat-là. Une dernière question, Lorena, quand même. La situation est apaisée un petit peu au MAC? Alors la situation, elle se construit, hein, le MACT se structure avec des soubresauts, hein, parfois volcaniques. Moi, je reste... C'est l'identité du MACT qui est volcanique ou c'est l'identité de Lorena? Alors, je ne sais pas, je sens le soufre, mais en tout cas, moi, je suis comme la soufrière, je ne bouge pas. D'accord. Bon. On a entendu, rendez-vous vendredi avec Chédi et avec tous les invités et les Guadeloupéens qui seront là, d'origine indienne ou afro ou indo-guadeloupéen, puisque les deux mots sont utilisés. Voilà.